Denis Ferrand, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes économiste, directeur général de l'Institut de conjoncture CO Rexecode. Alors, le salon du Made in France ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Dans ce salon, on voit des sous-vêtements Made in France, des brosses à dents, des jeans Made in France. Est-ce que c'est bien ce genre d'initiative? C'est précisément ce genre de produit dont il faut se réapproprier la production? Oui, c'est vrai que c'est une démarche qui fait la poursuite d'une démarche qui avait été entreprise il y a déjà une petite dizaine d'années, quand on avait mis en place les États généraux de l'industrie. On parle de Made in France, États généraux. On sait qu'en France, ce terme-là, c'est impactant, ça a de la force. C'était les États généraux de l'industrie, c'était en 2009, en 2010. Et petit à petit, eh bien, se sont développés tout un ensemble d'initiatives comme le Made in France. C'est un objectif un peu de se réapproprier l'importance de ce qui se produit en France. C'est ça qui est déterminant pour notre économie. On ne pourra pas tout faire en France. On ne pourra pas refaire des grille-pains à 5 € ou du textile à des t-shirts à 3 €, etc. Malheureusement, vu nos charges, il faut qu'on se spécialise sur des produits haut de gamme, non? Il faut trouver sa place. Il faut trouver sa place en fonction de ce que représente le coût du travail, ce que l'on est capable de produire à des conditions qui sont compétitives sur le marché intérieur, compétitives également sur le marché à l'exportation, bien entendu. Alors, comment se porte-t-il ce Made in France? Est-ce que justement ce que nous produisons trouve sa place à la fois en France et sur les marchés à l'international? Alors, pour ce qui concerne le marché international, on sait que c'est le chaînon manquant de la croissance que l'on a eu au cours des dernières années. C'est le point noir de l'économie française. Ça a été le point noir. Enfin, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais il me semble qu'il y en a un qui résume assez bien ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années. En gros, en 2000, les exportations effectuées depuis la France, c'était 17% à peu près des exportations effectuées depuis l'ensemble de la zone euro. Donc je me compare avec des pays qui travaillent dans la même monnaie que nous. Il n'y a pas un problème de taux de change. On se compare avec les gens de la zone euro. Aujourd'hui, cette proportion est passée de 17% à 12%. Et ce décalage, si on devait le retraduire en chiffre d'affaires qui nous manque, en gros, si aujourd'hui je faisais encore, non pas 12, mais 17% de part dans les exportations... Comme nous le faisions en 2000. Comme on le faisait en 2000, eh bien à ce moment-là, le chiffre d'affaires que l'on fait à l'exportation sera supérieur de 200 milliards d'euros chaque année. 200 milliards d'euros, c'est 10 points de PIB, un petit peu moins de 10 points de PIB. Donc, ce que vous nous dites très clairement, c'est que le Made in France ne séduit pas à l'étranger et on a du mal, justement, à fabriquer en France des produits qui se vendent à la fois en France, mais aussi à l'international. Le Made in France a été pris en défaut. Au cours des dernières années. C'est ça ce que révèle ce chiffre, c'est que ce Made in France n'a pas été en mesure de générer la même progression que celle que connaissaient nos partenaires européens. Donc on a un retard relatif qui s'est installé et c'est ça qui fait que petit à petit, on a une base industrielle, c'est-à-dire une capacité à produire qui s'est étiolée. Parce que quand vous n'exportez pas et quand vos concurrents, eux, continuent de croître, eh bien, relativement, vous perdez en taille critique et c'est ça qui fait qu'on peut manquer de consistance. Pour bien comprendre, là, il y a eu cette semaine de très mauvais chiffres sur le commerce extérieur. Hein. On a 48 milliards de déficit depuis le début de l'année. C'est plus que sur l'ensemble de l'année 2016. Ça veut dire qu'au fond, au lieu d'acheter une voiture fabriquée en France, on va acheter une voiture... Pour bien comprendre ce que ça veut dire, une voiture fabriquée en Allemagne, on va acheter du vin qui vient d'Italie, et non pas ce qu'on produit chez nous, quoi. Effectivement, il y a bien les deux flux qu'il faut regarder. J'ai parlé des exportations, vous parlez ici des importations. C'est bien effectivement cet équilibre des flux d'exportation et d'importation qu'il faut regarder. Et on est sur un déficit commercial qui est effectivement très important, alors même que le prix du pétrole n'est pas au niveau que l'on connaissait il y a encore 4 ou 5 ans. On est sur un prix du pétrole qui est encore autour de 60 $, donc il n'est pas exagérément élevé. Donc il y a effectivement matière à s'inquiéter de ce déficit commercial. Peut-être qu'on peut voir le verre à moitié plein, qui est celui de regarder la composition des importations. Et il y a une part un peu vertueuse, d'une certaine manière, c'est qu'une part importante des importations, de cet accroissement des importations que l'on a connu au cours des derniers mois, répond à un impératif d'investissement. On sait que l'on ne produit plus les machines-outils en France, les équipements qui permettent de doter les usines de quoi tourner. Oui, parce qu'on dit que dans nos usines, elles ne sont pas assez modernes, qu'elles manquent de robots notamment. Oui. Alors vous dites, finalement, ces robots, on les apporte. Si ce déficit commercial provient principalement d'un déficit de capacité à produire des robots, eh bien, d'une certaine manière, on peut se mettre sur une trajectoire
à moyen terme qui serait un peu plus favorable parce qu'on investit, on fait le pari de la croissance en investissant. Dans un premier temps, il faut payer le prix de ce pari qui passe par un peu plus d'importation. C'est ce que j'allais vous dire, parce que depuis des années, nos hommes politiques n'arrêtent pas de prononcer le mot de compétitivité et disent mener des politiques de compétitivité. Alors, est-ce qu'elles sont inefficaces, ces politiques de compétitivité ? Parce que si nos entreprises étaient compétitives, eh bien, nous n'aurions pas de déficit. Nous exporterions beaucoup plus. Alors, les politiques de compétitivité, elles s'envisagent de toute façon toujours de manière relative. Et évidemment, elles ont été très symbolisées par le crédit d'impôt, compétitivité et emploi. Qui a consisté à baisser les charges des entreprises. À diminuer les charges des entreprises, à réduire le coût du travail. Ah ouais. Donc, ce mouvement s'observe clairement. Je vais prendre un exemple très simple. En 2012, le coût d'une heure de travail était identique en France et en Allemagne pour ce qui concerne le coût du travail dans l'industrie manufacturière. Oui. Alors qu'en 2000, ce coût du travail était inférieur de 15% en France par rapport à l'Allemagne. Donc, de 2000 à 2012, notre coût du travail a augmenté relativement à celui de l'Allemagne. Il a convergé sur le niveau de l'Allemagne. Depuis la mise en place de ces politiques de compétitivité, on est repassé à une situation où désormais le coût d'une heure de travail dans l'industrie est inférieur de 6% à ce qu'il s'observe en Allemagne. C'est un processus qui est engagé, un processus de restauration de compétitivité, mais c'est un processus qui prend du temps. Et je vais prendre un exemple qui n'est pas si lointain que ça dans l'histoire, mais on a connu déjà ces phases de perte de compétitivité, ces phases très structurelles de perte de compétitivité. C'était au début des années 80. Et au début des années 80, on a un déficit commercial à peu près du même ordre de grandeur que celui que l'on connaît actuellement, de l'ordre de 2 points de PIB. On a des marges des entreprises qui sont effondrées et on a un investissement qui ne se fait plus. Mais il a fallu, en gros, 5 ans entre le moment où il y a eu le tournant de la rigueur, c'était en 1983, tournant de la rigueur, à partir de 84-85, début de restauration des marges des entreprises, 86-87, restauration de l'investissement des entreprises, et à partir de 88, eh bien, on a vu un regain de parts de marché. Vous voulez dire que cette politique pour reconquérir la compétitivité qui consiste à baisser les charges, à monter en gamme, etc., elle prend 5-6 ans. Et donc peut-être qu'aux années 2020, on en aura les fruits, c'est ce que vous voulez dire. Elle prend du temps parce que si on répète la séquence que j'évoquais pour les années 80, on se rend compte qu'on a eu les décisions en matière de restauration de compétitivité, on a eu l'amélioration des marges des entreprises, on a l'investissement actuellement. Attendons. Petit coup de chapeau à François Hollande qui a mis sur les rails cette politique de compétitivité, qui l'a même inscrite dans le dialogue des politiques. Avant, on n'en parlait pas, en 2014, en 2013 même. D'autant plus qu'elle n'était pas dans son programme. Dans les 60 propositions, elle n'était pas dans son programme. Alors, un mot, parce que là, je vois qu'il y a Hermès, le foulard Hermès, là, qui vient d'ouvrir 2 ateliers en France. Quels sont les secteurs où on a une carte à jouer, les secteurs qui marchent bien quand même, où on exporte? En fait, il y a des secteurs sur lesquels on voit effectivement le luxe, évidemment, l'aéronautique, qui sont les premiers. La pharmacie, tout à fait. Il y a aussi le naval, qui sont des secteurs sur lesquels on tire plutôt notre épingle du jeu. Mais il n'y a pas de secteur condamné, en réalité. Regardez, par exemple, Emerlin, le fabricant de brouettes. Des brouettes. J'allais dire, c'est dans le petit électroménager, qui est numéro 1 mondial. Des autocuiseurs, etc. Tout à fait. Il n'y a pas de fatalité à la perte de compétitivité. Tout à fait. Ils fabriquent en France. Et alors pourquoi eux, ils y arrivent? Parce qu'il y a des choix de positionnement. Ils innovent, ils ont des produits... Oui. Et on fait une enquête assez au Rexecode tous les ans. Ouais. On interroge, parce que c'est bien de se regarder le nombril, mais c'est bien aussi de savoir ce que les autres pensent de vous. Et on fait une enquête où chaque année, on interroge les importateurs européens sur la perception qu'ils ont des produits français. On leur demande est-ce que vous jugez que les produits français sont de qualité, sont un bon contenu en innovation? Et ils nous disent que oui, globalement, ils sont au rendez-vous. En revanche, vous avez un problème clair, c'est que vos prix sont trop élevés. Et la qualité est là, mais le prix fait défaut. Merci beaucoup, Denis Ferrand, pour ce message un peu d'espoir quand même sur notre compétitivité que nous sommes en train de reconquérir. Directeur général donc, de l'Institut COE Rexecon. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air, qui revient sur la visite d'Emmanuel Macron aux Émirats Arabes Unis avec une visite surprise à Riyad en Arabie Saoudite. C'est dans l'air est intitulé ce soir de Riyad à Paris, l'offensive Macron.